that is love to you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. Je ne cache pas que ce soir, je suis un petit peu déçu, voire triste, que le Parti Socialiste, auquel j'appartiens donc depuis 20 ans, se soit privé, sinon du meilleur candidat, probablement du meilleur président. Je crois que Lionel Jospin est un homme d'État, et personne ici ne pourra le nier, ni même les détracteurs à sa candidature, dont beaucoup de mes amis. Jamais j'en ai entendu un dire que Lionel Jospin n'avait pas la stature. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on n'ait pas souhaité soutenir un homme de stature. Le seul argument qui m'a été donné, c'était de dire qu'on voulait gagner. Ben, écoutez, moi aussi, si j'ai adhéré en 86 dans un parti qui venait de perdre les élections législatives, c'est aussi parce que j'ai envie de gagner et que j'ai pas du tout envie de voir Nicolas Sarkozy arriver à la présidence de la République. Bonsoir, je m'appelle Marine Baptiste. Hier, dans le Monde, Christophe Carèche, notre député, s'est laissé aller à un dérapage à l'égard d'un homme auquel nous devons beaucoup et qui enrichit le débat au sein du PS. Ces menaces physiques, puisque effectivement, comme tu disais, il s'agit de manifestations en dessous des fenêtres de Lionel, sont, à mon sens, inacceptables. Pour la campagne qui s'annonce, j'espère que ce genre de méthodes n'auront plus cours. Alors pour que le rassemblement puisse se faire et que effectivement la sérénité puisse revenir parmi nous, Christophe, je te demanderai de présenter des excuses à Lionel pour que... Ah, vous savez pas ce qui s'est passé? Alors en fait, ouais, bon, alors c'est dans le Monde d'hier, dans le Monde d'hier, donc Christophe a déclaré que, donc, si vous voulez, je vous le lis. Cela n'empêche pas M. Carèche, député du 18e arrondissement, fief de M. Jospin et adjoint à la sécurité du maire de Paris, de s'inquiéter. Les primaires à Paris risquent d'être très violentes, dit-il. Si Lionel Jospin se présente, je n'exclus pas des manifs de militants PS contre lui, rue du Regard. Donc rue du Regard, c'est le domicile de Lionel. Il y a une tradition dans l'Assemblée, quand quelqu'un est mis en cause, il a la possibilité de répondre. Donc, voilà. Je crois que c'est mieux de le faire maintenant. Comme ça évitera peut-être, évacuera un débat. Je suis le premier désolé de la façon dont les propos, même si je ne les retire pas, ont été rapportés par Le Monde. Il s'agissait d'un entretien que j'ai eu longuement avec la journaliste du Monde. Et j'ai lâché ça, effectivement, sur le ton de la boutade. Ça n'a pas été repris comme tel. Ceci dit, je voulais exprimer à travers cela une incompréhension qui a été la mienne, et qui, je pense, a été, ou est encore peut-être d'ailleurs, celle de beaucoup de militants, c'est de voir la candidature de Lionel, candidature positive, devenir une candidature simplement d'empêchement, notamment d'une candidate. Voilà. Je dois vous indiquer qu'en ce qui me concerne, le respect, l'estime que nous avons, que j'ai toujours pour Lionel, me conduit à vous dire ceci aujourd'hui. Il est possible de soutenir Ségolène tout en ne reniant pas Lionel. Il se trouve qu'aujourd'hui, il constate qu'il ne peut pas rassembler, puisque Dominique Strauss-Kahn, pour être clair, et Jacques Lang, pour être clair, ne se retirent pas au profit de sa candidature. À partir de ce moment-là, Lionel se retire. Je considère que c'est de la sagesse et de la responsabilité. De grâce, n'ayons pas de faux débats, n'offrons pas à la droite le visage de la division qui, à chaque fois, nous a mis en difficulté
vis-à-vis de telle ou telle échéance nationale. Alors oui, effectivement, moi j'étais pas favorable à la candidature de Ségolène Royal il y a 6 mois parce que je trouvais que, par exemple, l'histoire du site internet, je trouvais ça assez rigolo, enfin, plutôt rigolo, mais enfin vraiment pas très sérieux, et je l'ai dit d'ailleurs à l'époque dans le débat. Et moi j'ai vraiment adhéré à ce qui se passait à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, pour la première fois, on remettait la gauche sur ses deux pieds, et on avait enfin un discours qui pouvait parler à des gens qu'on a trop longtemps oubliés. Et voilà comment moi je suis rentré dans cette campagne et dans cette candidature. J'ai beaucoup de critiques, et je te l'ai dit Bertrand, et je te le redis. Moi j'ai une épouse qui a travaillé avec Ségolène Royal et qui m'ont dit tous les jours le plus grand mal. Voilà. Et ben, je vis avec ça, et pourtant, et voilà, et d'ailleurs elle ne votera pas Ségolène Royal. Bien, d'abord je crois qu'on peut se parler sereinement. Si nos intentions sont positives, et si on sait que notre force collective vaut mieux que les petits coups d'une soirée ou les aventures personnelles, vous allez voir, on va s'en sortir. Mais d'abord, il y a un manque de courage dans la démocratie, dans la politique, qui parfois s'appelle démagogie, populisme ou, oui, un peu démocratie d'opinion. Et donc, si nous n'osons pas, par lâcheté électoraliste, avoir un débat sur les moyens de rassembler la gauche pour qu'elle ait envie, ensemble, d'œuvrer à la transformation sociale et pas de se réfugier dans des postures d'impuissance, excusez-moi de vous dire, ce sont des débats vachement plus utiles pour gagner et pour servir la France par les idées de gauche de 2007 à 2012. Alors je veux dire aussi 2-3 petites choses. D'abord, arrêtez de vous focaliser sur Lionel. On va voir pourquoi vous focaliser sur lui, il n'est pas candidat. Moi, beaucoup se sont inquiétés de mon soutien à Lionel. Il ne faut pas vous inquiéter, est-ce que j'ai fait des pressions sur qui que ce soit ici? J'ai beaucoup parlé avec Lionel tous les jours. Et j'ai pas parlé avec Lionel en me disant qu'est-ce que je dois faire pour sa personne. Encore que j'avais le souci aussi qu'il ne lui arrive pas un certain nombre de choses qui auraient été trop injustes sur le plan de son militantisme et de la noblesse de son engagement. Mais je continue sur notre manière de faire de la politique ensemble. D'abord, on a eu des débats d'une violence inouïe. Certains s'en souviennent ici, les débats qui ont conduit à ma désignation, c'était bien pire que ça. Ah ben, on est entre nous, merde, tu vois, c'est pour ça que je regrette qu'il y ait des médias, parce que il se trouve que les gens qui ont dit ça sont souvent devenus des adjoints, je peux pas vous dire. Mais enfin, pour une autre réunion, et il n'y en a pas dans la salle. Et il n'y en a pas dans la salle. Et il n'y en a pas dans la salle. Je le précise parce que j'aime être honnête. Et si vous saviez, mais un jour, Didier, où il n'y aura pas de médias, je raconterai comme ça, parce qu'il faut bien de temps en temps. Souriez ensemble, il faut faire confiance au-delà. Je vais vous dire, il y a des personnes qui se sont comportées de manière indigne à mon égard en 2000, qui non seulement aujourd'hui peuvent être des gens avec qui je travaille agréablement, qui font un excellent boulot, et en plus pour lesquels je nourris maintenant des sentiments d'amitié. Alors évidemment, ça peut toujours être trahi, l'amitié, mais celui qui est le plus malheureux, c'est celui qui trahit. Toutes les attaques contre chaque candidat ou chaque candidate sont inadmissibles. Moi, j'ai dénoncé publiquement les attaques machistes qui ont été faites contre Ségolène Royal. Elles sont stupides, elles sont maladroites, parce que je pense que ça l'a fait monter, mais ça, tant mieux pour elle, et elles sont philosophiquement abjectes. Mais je ne voudrais pas qu'on en déduise que tout débat est, comment dire, une faute, une sorte de crime de lèse-majesté. Attention, j'ai été mitterrandiste, je me suis engueulé beaucoup avec lui avant qu'il soit président. Après aussi un peu, mais bon. J'ai été jospiniste, et je n'ai jamais ciré les pompes de qui que ce soit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des qualités et des défauts et qui font tous des conneries. Et tous mes adjoints, en particulier Christophe, qui m'a prévenu qu'il allait faire un choix différent du mien, qui me contrariait, je lui ai dit, Christophe, tu es libre, je respecte a priori ton analyse et tes positions. Et pourtant,
nous avons un parcours commun de quelques décennies, et où j'ai l'impression qu'on s'est bien épaulé l'un l'autre, quoi. Enfin, il me semblait. C'est pourquoi je veux bien te croire quand tu dis que c'était une boutade, les manifs. Allez, admettons. Christophe, on se connaît bien. Hein? Tu vois? Non, mais je te donne acte, c'était une boutade. La campagne n'a pas à être violente. La campagne a à être respectueuse. Et elle doit donner l'occasion à tous les militants et à tous les candidats d'être respectés également et d'avoir un droit égal à faire partager leurs convictions et leurs qualités. Voilà ce que je voulais dire, chers camarades, ce soir, parce qu'il peut nous arriver le meilleur ou le pire. Le meilleur, c'est que nous restons très nombreux, pendant 6 ans, jusqu'à 2012, qu'ensemble, nous inspirons la force socialiste, son identité, son honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire sa capacité à faire des projets qu'elle met en œuvre. Et que surtout, nous savons, si nous sommes bien socialistes, que des individus, des talents, des ambitions sont indispensables pour changer le monde. Mais que si à un moment donné, on pense qu'un individu est plus important qu'une force collective et bien au-delà des socialistes, une force de citoyennes, de citoyens, si nous pensons un jour au Parti socialiste, qu'un homme ou une femme sont plus importants que nos valeurs, que notre rassemblement, que notre unité, que ce que nous devons aux citoyens, et surtout de ce que nous vivons ensemble, alors c'est là que l'échec est assuré. Alors, je vais présenter maintenant mes invités. Donc, je vais commencer par Dominique Lefebvre. Et donc, il va représenter ce soir le candidat Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, nous avons Michel Chardin. Michel Chardin est un peu plus connu des Parisiens puisqu'il est maire du 20e arrondissement. Et ensuite, Christophe Carrel, je n'ai même pas besoin de le présenter parce qu'ici vous le connaissez, c'est le régional de l'Étape, notre député, et qui représentera la candidate Ségolène Royal. Alors pourquoi Laurent Fabius, me direz-vous? Je n'aborderai pas les qualités des uns et des autres. Chacun a ses qualités, chacun peut avoir ses limites. Je considère, et c'est vraiment l'argument que je vous demande de discuter, non pas de prendre comme tel, je pense que Laurent Fabius a 3 avantages comparatifs qui méritent d'être pris en compte. Le premier, c'est qu'il a une vision juste de la France et du monde dans lequel nous sommes. Deuxième point qui mérite d'être mis en avant, c'est la stratégie de rassemblement qu'il propose. Et enfin, je pense que Laurent Fabius a manifesté une grande qualité d'analyse et de discernement et de courage au cours de ces dernières années. La droite, aujourd'hui, n'est plus la droite que celle que nous avons connue par le passé. Ce n'est plus la droite étatiste, la droite issue du consensus, même avec son côté cynique, avec son côté affairiste, mais c'était une droite issue du consensus de l'après-guerre, c'est-à-dire une droite quand même attachée à l'État, au modèle social français, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'était cette réalité-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une droite qui s'affiche clairement comme libérale, comme inégalitaire, et qui assume profondément cette dimension. J'ai parfois le sentiment que, pour certains socialistes, l'insécurité, c'est une invention de la droite pour embêter la gauche et les socialistes. Eh bien non, c'est vrai que la droite exploite ces questions-là. Elle exploite la sécurité, elle exploite les questions d'immigration. Mais ces questions, elles existent. Et que nous le voulions ou non, il faudra être en capacité de les traiter, non pas de les traiter comme la droite le fait, de traiter suivant nos valeurs, avec nos réponses. L'enjeu, c'est de battre la droite et de pouvoir, dans le pays, conduire une politique de gauche dans un pays qui est aujourd'hui profondément troublé et qui aborde une période nouvelle. Alors il est d'abord troublé parce qu'on arrive à la fin des années Chirac, qui auront duré
12 ans, et dont il faut faire le bilan. Et dont j'invite d'ailleurs les militants dans la campagne à faire le bilan par rapport à celui qui était le nôtre avant 2002, qui est le bilan de Lionel Jospin, dont pour ma part, je n'ai jamais compris qu'on se livre à ce point, parfois, à une critique que je trouve dévastatrice. Nous avons fait ce que nous pouvions faire à ce moment-là, et quand on regarde nos résultats par rapport à ceux de la droite, je crois que nous pouvons être fiers de ce bilan-là, même si en 2007, ce ne sont pas les solutions de 1997 qu'il faut apporter, parce que le monde a changé. Et je rappelle de ce point de vue-là une autre phrase de Lionel Jospin qui disait « Nous avons changé le monde ». Et le monde nous a changé. Et effectivement, là, je suis d'accord avec Michel, je suis d'accord avec Christophe. Nous sommes dans une période nouvelle qui appelle des réponses nouvelles. Une posture social-démocrate assumée, c'est le social comme objectif, Dominique dit social, 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 et l'économie comme levier. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de considérer que nous saurons tenir un seul de nos objectifs sociaux si nous ne savons pas relancer la croissance, dynamiser l'économie et produire de la richesse. Ce que Dominique Strauss-Kahn, lui, propose et dit, c'est que notre système scolaire, universitaire en entier, doit être repensé. Et sur une base, un principe qui est celui de donner plus de moyens à ceux qui n'en ont pas. Je lisais sur Le Monde aujourd'hui même qu'il y a des débats sur le pôle antilibéral. Mais ça veut dire que nous, on n'y est pas dans ce pôle-là. Moi, je suis un peu déçu de voir que Ségolène Royal dit beaucoup de choses sur des sujets mineurs, mais elle ne dit pas grand-chose sur des sujets importants, très importants, notamment en matière de politique étrangère. Il y a une facilité, on a pris l'habitude, fâcheuse habitude, de taxer tous les pro-Ségolène de suivistes sans profondeur d'âme. En gros, on est une espèce de... Enfin, on est creux et fragile comme une coquille vide. C'est un peu fatigant, c'est lassant. Chacun a des arguments beaucoup plus positifs à faire valoir que d'essayer de descendre le petit copain, même s'il s'agit d'une campagne électorale, je ne sous-estime pas. Et évidemment, un certain nombre de moyens sont souvent utilisés. Voilà, Voilà, le débat peut reprendre. Donc ça prouve que... J'ai en mémoire quand même que finalement, ces conseils de quartier aussi, ils sont issus d'une volonté politique qui était dans ton programme, Bertrand, mais c'est aussi né d'une loi qui était une très bonne loi, une des dernières lois d'ailleurs qui ont été votées par la majorité du gouvernement Lionel Jospin en février 2002, loi de démocratie de proximité qui instaurait précisément ces conseils de quartier. Je les fréquente assez régulièrement, ces conseils de quartier, et je me rends compte que ça n'est vraiment pas un gadget. Et je pense qu'un certain nombre de gens ici qui font de même le savent, c'est pas un gadget. Et je voyais la semaine dernière, au conseil d'arrondissement du 18e, un vœu qui a été voté, et qui était un vœu qui avait été voté par un des conseils de quartier de l'arrondissement. Et quand je voyais ça, je me disais, voilà cette démocratie participative, la place qu'elle veut prendre. Et elle ne remplace pas la démocratie représentative, nos élus, qui au final vont prendre les décisions. Mais qu'est-ce que permet cette démocratie participative? Elle permet tout simplement d'établir un lien finalement régulier entre les citoyens que nous sommes tous et puis nos élus. Et de permettre que finalement les citoyens ne pèsent pas dans les choix en votant une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, mais puissent régulièrement, sur des questions locales, parce qu'effectivement je ne pense pas qu'on puisse étendre ça à toutes sortes de domaines, mais sur des questions locales en tout cas, pouvoir peser un petit peu sur le quotidien de chacun. Je ne trouve pas que ce soit ringard de dire que le pouvoir d'achat c'est une priorité et de penser que les Français, ça ne leur suffira pas de dire qu'à un moment donné, on ne s'adressera pas d'ailleurs uniquement aux citoyens experts, mais on s'adressera aux partenaires sociaux, aux personnes avec qui on peut discuter, aux personnes avec qui on peut discuter dans les entreprises, au comité économique et social, dans les institutions, mais il faudra une mesure symbolique pour dire on les a entendus, et les Français qui ont besoin d'argent pour vivre, plus d'argent pour vivre, et bien il faut qu'à un moment donné, pour que l'échelle des salaires bouge, et rapidement, il faut s'intéresser, il faut mettre en place des mesures symboliques sur le pouvoir d'achat. Hubert, je peux dire un mot. Hubert, oui, il faut nous renouveler, oui, il faut réinventer autre chose. Mais je crois que jamais dans la famille socialiste, on invente à partir de rien. Il y a toujours, pour rénover, pour reconstruire,
à s'appuyer sur le socle des réformes sociales accomplies par la gauche. Il n'y a que la gauche qui fait des réformes sociales. Si on les jette, c'est une posture. Et je le dis avec beaucoup d'amitié pour nos 3 candidats. Ils ont tous été dans des parcours politiques, assez classiques d'ailleurs, et ils ont tous les 3 été des ministres de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Je trouve qu'il vaut donc mieux qu'ils assument une continuité pour être des héritiers qui rénovent, qui construisent autre chose, que de se placer en rupture, non pas avec l'histoire des uns ou des autres, mais l'histoire du socialisme et du peuple français. Et on peut croire qu'on va gagner aujourd'hui. Moi, je crois que la gauche n'est pas majoritaire en France aujourd'hui. Je crois que la gauche peut le devenir dans quelques semaines, dans quelques mois. D'ailleurs, je préférerais qu'elle le soit dans quelques mois que dans quelques semaines. Non, mais je suis sérieux. Car il faut gagner, mais pas dans 15 jours. Il faut gagner en avril, en mai. Puis après, il y a tout le reste. Hein. C'est dur à nous gouverner. C'est une drôle d'épreuve. D'ailleurs, ils ont tous les 3 gouverné. Ils ont tous les 3 gouverné. Et ils ont tous les 3 changé d'avis. Mais ils ont raison, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais les 3 ont changé d'avis, hein, sur plein de sujets, pas que sur Jospin. Mais ça, je ferme la parenthèse. Bref, sur Mitterrand aussi, ils ont tous un peu changé d'avis, même Jospin. Donc, vous voyez, non, mais j'ai un grand souci de vérité. J'ai un grand souci de vérité. Donc, je pense, voilà, cherchons, mais il y a eu déjà là quelques interventions, je ne parle pas de vous 3, et je vous remercie vraiment tous les 3, c'est un peu trop tactique, quoi. Et donc, faisons moins de tactique et plus de politique. Je conclurai en disant que je crois que Dominique Strauss-Kahn saura ne pas décevoir les espérances des Français. Voilà. Évidemment, de bienvenue, en particulier à tous nos invités, mais à Arnaud Montebourg, parce que il est effectivement le porte-parole de Ségolène Royal. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. D'ailleurs, à Paris, nous avons milité ensemble au Parti Socialiste à Paris. Et puis nous avons été élus en 1997 ensemble. Nous étions les bébés Jospin. Nous nous retrouvons autour de Ségolène Royal pour mener sa campagne et surtout la soutenir, l'aider à faire en sorte que cette espérance... Je vais dire un mot. Mais je vais dire un mot parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Je ne suis pas pour Jospin, mais j'ai trouvé très choquant, camarade, tes paroles. Je suis très content que tu m'interpelles ainsi. Parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu n'as pas peur, est-ce que tu n'es pas inquiet par rapport effectivement au fait que dans le 18e arrondissement, les principaux responsables, les principaux élus de cet arrondissement, vous savez bien, ont fait le choix de Lionel Jospin. Moi, ça n'a pas été mon choix, et ça n'a pas été mon choix pour une double conviction. Et je l'ai dit, mais je l'ai dit. J'ai eu l'occasion. La République du respect, ça commence par écouter les camarades qui parlent. Surtout que, je voudrais dire aux camarades quand même que je n'ai ni violé une petite fille, ni quitté dans la caisse. Alors, moi je veux bien qu'on me reproche une phrase malencontreuse, malheureuse, qui a été sortie de son contexte, mais je n'ai pas l'intention d'être le bouc émissaire pour le restant de ma vie, le fait que Lionel Jospin n'ait pas été candidat. C'est assez bien, parce que ça m'était tout dans l'ambiance. Oui, j'ai fait le choix avec d'autres de Ségolène Royal, et je l'ai fait par conviction, par une conviction profonde. En quelques mois, je crois qu'elle a réussi surtout à être la candidate dans laquelle les électeurs de gauche placent le plus d'espoir. Parce que d'abord, elle a, je crois, compris les aspirations, les attentes de celles et ceux qui précisément, le 21 avril 2002, n'ont pas voté. Mais ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons autour de Ségolène Royal, parce qu'elle incarne pour nous une capacité
un instrument de rénovation de la pensée du Parti socialiste qui nous paraît aujourd'hui indispensable. Nous sentons bien qu'elle dérange, parce que précisément, elle marque cette rénovation. Elle marque un changement au Parti socialiste. Elle dérange ceux qui pensaient pouvoir faire leur petite cuisine sur leur petit feu. Elle dérange aussi parce qu'elle est atypique. Elle est atypique, elle n'a pas connu la trajectoire classique, le cursus classique de ceux qui ont passé des jours et des jours et des nuits dans des commissions, des résolutions du Parti socialiste. Elle dérange aussi parce qu'elle est atypique. Elle est atypique, elle n'a pas connu, nous n'avons pas de doute sur sa capacité, effectivement, la trajectoire classique, détermination politique qui et nous savons qu'il y aura jour et des jours, et nous savons qu'elle pourra nous amener à la victoire. Pourquoi Ségolène Royal? Parce qu'elle reconstruit le pacte politique. Comment on fait pour réformer les retraites, l'école, la santé, qui sont quand même, excusez-nous, en crise, à moins que ça aille bien, je n'ai pas compris, ni ce soir, ni depuis que je suis engagé politiquement, tout était formidable. Donc, commencez par dire qu'on a un tout petit problème démocratique en Europe, en France, dans les entreprises, démocratie sociale, démocratie locale, démocratie nationale, démocratie européenne, pour arriver ensuite à la révolution scolaire, l'ordre juste, l'excellence environnementale, bref, tous les thèmes politiques qui sont des thèmes de la rénovation politique à gauche. Je vais en dire un mot. L'ordre juste, c'est la République qui organise l'émanation de la loi de tous et qui renvoie la règle à tous, sans exception. Dans les territoires relégués, qu'ils soient ruraux ou urbains, que d'autres appellent ghettos, où est la République? Où est la règle? Que veut dire la loi? La loi, c'est celle qu'en feront les plus puissants qui, eux, peuvent s'en affranchir pendant qu'on la rend implacable pour le citoyen ordinaire. Ou chaparder dans un supermarché, comment tu as dit, un enferme, deux enfermes, je ne sais, mais vous êtes Guy Dru, un grand sportif mondialement connu, vous êtes à l'escale tout de suite. Nous voulons représenter, nous voulons exister, disent les Français. Et franchement, quand on a moqué Ségolène parce qu'elle avait dit que les citoyens étaient les experts de leur propre société, je trouve cela personnellement scandaleux. La justice, la gauche, n'en parle pas. L'environnement n'en parlait pas. L'agriculture en parlait très peu. Quand il va falloir que nous remettions en cause les structures même de l'économie telle qu'elle est fondée, c'est-à-dire sur le gaspillage, sur la surutilisation des produits dérivés ou principaux du pétrole, vous allez voir les conséquences domestiques sur l'économie nationale européenne, car ce sera une économie de pénurie, comme on a connu dans d'autres circonstances plus dites douloureuses, non plus une économie d'abondance. Penser cela comme penser la science et ses bouleversements, ce n'est quand même pas une hérésie pour des socialistes. Il y a des réponses politiques de Ségolène, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'elle n'a pas d'idée, paraît-il, j'entends ça tous les jours, pas d'idée, mais pourtant vous polémiquez tous les jours à la radio sur la position qu'elle a prise, en nous disant elle n'a pas d'idée, mais elle en a tellement, vous êtes vraiment dans la polémique. Alors expliquez-nous, est-ce qu'elle en a ou elle en a trop? Elle n'en a pas ou pas du tout? Donc je veux savoir, repartons des citoyens, des élus locaux, des élus nationaux, des associations, des syndicats, et essayons de construire, reconstruire le projet européen tel que nous voulons l'envisager, en partant de la base. C'est mieux que de réunir une convention avec des européistes convaincus, qui envoient un texte à des gouvernements, qu'ils signent entre eux, et qui ensuite se font censurer devant le suffrage universel. La gauche meurt et mourrait de son installation quasi définitive pour l'éternité dans le formol des années 70. Et toutes les attaques sur le supposé blairisme de Ségolène Royal, je vais en dire un mot pour conclure, sont des attaques inacceptables. D'abord parce que qu'est-ce que le blairisme? C'est la réconciliation du libéralisme et du socialisme.
qui n'existe pas, puisque c'est une sorte de fusion-acquisition par le libéralisme, ce qui restait de socialisme. Donc ça n'existe pas, la réconciliation, puisque c'est une lutte à mort, en quelque sorte, entre un système extrêmement vorace et une idéologie qui est en perdition, qui se laisse disparaître. Moi, je le pense, en tout cas. En revanche, que propose Ségolène? La reconstitution des contrepoids, de l'État, de la force démocratique qu'elle peut puiser dans la société pour construire les contrepoids et les contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'on revisite, nous les héritiers dépositaires du mouvement ouvrier, la manière d'imposer à ce capitalisme extrêmement violent, dans ses conditions de travail, niveau de salaire, précarité des statuts, absence de pouvoir d'achat distribué pendant qu'on distribue aux actionnaires des proportions délirantes, provoquant une sorte de violence politique dans le pays. Et par rapport à ce capitalisme-là, qui est exclusivement financier, qui n'est plus patriarcal, familial, donc qu'on pouvait encore maîtriser ou domestiquer, qui là s'est échappé comme une sorte de bête sauvage, folle, qui ne sert que quelques intérêts. Donc ça, le contrepoids, la reconstitution de la crédibilité de l'État, la construction européenne comme outil au service des citoyens, c'est l'horizon des socialistes du XXIe siècle. De ce pacte politique qui est en train de se reconstruire dans la campagne, nous espérons déborder ainsi la droite, montrer qu'elle est, elle, à la fois ultralibérale et ultra-autoritaire, ultralibérale en économie, ultra-autoritaire en politique, refus du partage de la richesse et concentration de plus en plus forte des pouvoirs pour utiliser tout l'autoritarisme nécessaire pour faire passer encore plus violemment des réformes contraires aux intérêts des millions de gens qui seront les victimes de cette politique libérale. Voilà l'alternative et la clé de la victoire pour retrouver que les masses qui nous ont quittés. Donc ne nous plaignons pas que le dialogue soit rétabli avec ces couches qui se sont détournées de nous, qui attendaient des réponses de gauche qui puissent les inclure, et non pas leur apporter la bonne parole, disant on a fait votre bonheur, même si vous ne vous en apercevez pas encore. C'est un peu différent. Merci. Mine de rien, on se fout de nous. Hein. On se fout de nous en ce moment. Oui, ce qui se passe au Parti Socialiste, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est ce que les gens pensent. Les gens sont ceux qui votent. Et c'est l'opinion qui vote. Si vous n'avez pas, l'opinion avec vous, si vous n'avez pas l'opinion avec vous, eh ben Ségolène dit on sera avec l'opinion. C'est pas forcément ma conception de la. Le plus honnête de tous, en ayant été battu, qui est parti, c'est Jospin. Voilà. Est-ce que ça va? Ça va, non. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait à Waterloo? À Waterloo, Napoléon, il était battu par les Anglais. Bon, ben, il a dit très bien, je suis battu, je me retire. C'est le vent médiatique. Et puis il a bien continué un petit peu après. La même question tout d'abord pour vous pour introduire ce débat, et le tirage au sort veut que Laurent Fabius, c'est vous qui commenciez, c'est vous aussi qui conclurez ce débat tout à l'heure. Moi, si je suis investi comme candidat, je prendrai comme sujet majeur les sujets qui sont tout simplement les sujets de nos concitoyens. Le social, emploi, logement, l'éducation, la santé, la sécurité aussi. Ça, c'est le bloc immédiat des urgences sociales. Alors Dominique Strauss-Kahn, est-ce que cette question de la sécurité ne va pas encore être au cœur de cette campagne de 2007 et pas forcément à l'avantage du candidat socialiste? Je suis extrêmement ferme sur les questions de sécurité. Parce que ceux qui souffrent le plus de la sécurité, ce sont justement ceux que par ailleurs politiquement moi je cherche à défendre. Ceux qui sont les plus défavorisés. C'est pas du tout la même chose de se faire voler un portable, un blouson quand c'est un gamin, selon que l'on a un revenu qui est celui de quelqu'un qui gagne le SMIC ou qu'on a un revenu 10 fois supérieur. Et donc, on ne peut pas céder sur cette question de la sécurité, il faut être ferme. Elle est dans certaines écoles, elle est dans les quartiers, elle est dans le monde du travail avec la montée du stress, des maladies professionnelles, toutes les formes de violence. Et ce serait une grave erreur pour les socialistes que de minimiser ce problème. D'ailleurs, nous ne le minimisons pas. Les Français en souffrent beaucoup et ce que je propose, c'est de mettre en place, je l'ai dit tout à l'heure, parce que...
like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together. En tout cas, non, voilà, nos amis arrivent. Chers amis, je suis extrêmement heureux, comme l'a fait le maire de Clermont-Ferrand la semaine dernière, de pouvoir accueillir comme maire socialiste le parti de Rassemblement des socialistes. Days may be cloudy or sunny. Donc les photographes seront les candidats dans la salle, vous ferez vous les militants et de toute façon ils vont nous attendre. Je demande à la liste. On est dans la cuisine, quoi. Monsieur Strauss-Kahn, approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu, on n'y arrive pas. Finalement, Saint-Étienne a mis bien en évidence dans le débat les qualités respectives des trois candidats, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils savent faire. Et je pense que globalement, l'organisation de ces débats, peut-être pas pour la presse, mais l'organisation de ces débats est une bonne organisation. Qu'un regret, je vous le dis, c'est que les caméras que vous tendez maintenant n'aient pas été dans la salle, parce que tant qu'à faire que d'éclairer les socialistes, c'est pas éclairer. Vous ne pouvez pas les tenir alors que les caméras sont passées de l'autre côté. Rassembler demain tous les talents et toutes les énergies. Et je pense que les Français ont soif de respect, je l'ai dit, de simplicité, d'honnêteté au sens de la rigueur intellectuelle, de la rigueur morale, du comportement personnel. Et donc c'est cet exemple-là aussi qui va compter pendant la campagne. Je ne regrette pas les choses. Vous allez faire un score supérieur à celui des sondages que vous dénoncez. Sans commune mesure. Quel est votre pronostic? Il est clair que celui qui porte le plus clairement la ligne de gauche et la volonté d'appliquer le projet des socialistes, c'est Laurent Fabius. Je crois que ce projet socialiste, c'est sans doute le plus bel exercice de démocratie participative que nous ayons réalisé ces dernières années. Bien entendu, il mérite d'être amélioré, mais qu'on ne peut pas le porter en recul si l'on veut véritablement, dans le débat qui est devant nous, rassembler, mobiliser, faire que les femmes et les hommes de gauche aient envie d'aller aux urnes.
Et je crois que quiconque oublierait dans la campagne qui va s'ouvrir, quel que soit le candidat, de tirer à la fois les enseignements du 21 avril. Et j'ai la conviction que celui qui en a le plus tiré les enseignements, c'est Laurent Fabius, avec Lionel Jospin, qui l'a fait de manière particulièrement émouvante à La Rochelle. Et ceux qui oublieraient de tirer les enseignements, qu'ils aient voté oui ou qu'ils aient voté non, du vote des Françaises et des Français le 29 mai, alors ne seraient pas en capacité de gagner cette présidentielle. Si l'on veut faire bouger les choses dans ce pays, il faut disposer de nouvelles forces, de nouvelles initiatives. D'un côté, un rééquilibrage institutionnel des pouvoirs, en faveur non du président, mais du Parlement. Nos candidats, c'est évident, ne manquent pas de charisme, mais il y a charisme et charisme. DSK, Laurent Fabius, ils ont le charisme de l'expert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu n'as pas été Premier ministre, si tu n'as pas été ministre des Finances, tu ne peux pas faire le job. Le problème, c'est qu'en France, c'est une vieille histoire qui vient sans doute de la monarchie. Aucune femme n'a jamais été ministre des Finances. Est-ce que c'est parce que les femmes sont moins compétentes? Évidemment non. C'est parce que les femmes peuvent tenir les comptes, mais à la maison. Heureusement, ces débats, ces meetings ont montré que l'on peut avoir de l'expérience, tenir la route, être solide, sans avoir passé sa vie à Bercy. Comme dit la chanson, il n'est pas de sauveur suprême. Alors, parce qu'il n'est pas de sauveur suprême, il faut voter pour Ségolène Royal dès le 16 novembre, pour une élection dès le premier tour, ce qui lui donnera du crédit, ce qui nous donnera du crédit pour les échéances à venir. Merci beaucoup. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'applaudissements pendant l'intervention. La parole est maintenant à Christophe Borget. Si vous voulez applaudir pendant l'intervention. C'est trop tard, c'est fini. On peut le faire avant. On peut siffler, c'est autorisé. Il faut avoir, quand on mène une action politique, des priorités. C'est aussi ça le devoir de vérité. C'est aussi ça le socialisme. C'est indiquer quelles sont nos priorités et quand on est au pouvoir, tenir nos engagements. Et pour ça, il faut un président qui s'engage. Qu'est-ce que ça veut dire un président qui s'engage? Ça veut dire un président qui est plus au-dessus, qui n'est plus tout le temps à chercher où est son fusible le Premier ministre. Et donc un président engagé, c'est un président qui est déterminé à ce que le mandat sur lequel il est élu soit appliqué. Bien entendu, il y a dans notre pays de l'insécurité. Bien entendu, il faut ramener dans notre pays de l'ordre. Mais mes camarades, par pitié, mes camarades, la gauche, c'est d'abord et avant tout la confiance. La gauche, c'est d'abord et avant tout le mouvement. La gauche, c'est d'abord et avant tout la recherche du progrès. La gauche, c'est pas d'abord et avant tout l'idée qui pour moi rappelle un peu toujours la défiance, qu'il y a l'ordre à rétablir. Je termine en citant Camus. Il nous disait assez justement, c'est la justice qui amène l'ordre, et rarement l'ordre qui ramène la justice. Il nous faut gagner le combat de l'emploi, c'est la première chose. Et ce combat de l'emploi se fait à un seul endroit, il se fait dans l'entreprise, il ne se fait pas ailleurs. Or, je suis désolé, mais tous les membres des chefs d'entreprise que je côtoie, j'en côtoie des centaines, le seul homme à gauche qui est crédible, c'est Strauss-Kahn. C'est clairement... Alors, je suis partisan de Strauss-Kahn. Merci. Et d'ailleurs, je demande aux gens de Lyonnais de rejoindre les camps de Strauss-Kahn. D'ailleurs, qui le ferait spontanément. Merci d'avoir fait. On aurait même pu avoir l'hypothèse que les gens de Strauss-Kahn rejoignent Lionel. Oui, mais ceci étant. Je pense qu'elle a effectivement récupéré une audience que nous avions perdue. Et je vous le dis comme vraiment je le ressens très profondément. Je pense qu'on ne gagnera pas cette élection simplement avec des bons programmes et avec des hommes compétents. Il faudra, pour gagner cette élection, que nous soyons capables de répondre à cette crise extrêmement profonde, et il faudra pour cela une candidate comme Ségolène Royal qui soit capable justement de renouer cette relation avec toute une partie des Françaises. Et si on revient fin 1994, tout le parti, sans voter et sans débat, unanimement, tout l'appareil politique votait Jacques Delors, qui devait être candidat presque malgré lui, parce qu'il était le seul à battre le futur président de la République. Je veux parler d'Édouard Balladur. C'est ce que les sondages disaient fin 1994.
Et Jacques Delors, chez Anne Sinclair, un jour de fin novembre ou début décembre 1994, a dit « Je ne serai pas candidat ». Et là, au malheur, tous les sondages se sont dit « Il n'y a pas un candidat au Parti Socialiste qui sera au deuxième tour. Il n'y a pas un candidat au Parti Socialiste qui pèse plus de 15 ou 20% d'opinion favorable dans la société française. » Et ce candidat, sur un vrai programme de gauche, c'était Lionel Jospin. Il a fait 47,5% alors que le parti n'existait pas et n'avait pas pris le temps de bâtir un programme politique. Et il a préparé la victoire de 97. Je n'ai pas été convaincu parce que je pense que malgré tout, le débat sur la forme a été bon, sur le fond, on reste encore, malheureusement, à la surface des choses. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, j'espère que tous rassemblés derrière la candidate, derrière le candidat, nous serrons les rangs, les reins aussi, les reins pourquoi pas. En tout cas, on va pour la droite. Voilà. Oui, mais je veux pas en cacher un, tu vois. Je m'efforce au rassemblement. Est-ce que vous avez voté? Eh bien alors laissez voter madame d'abord. Voilà. Allez, la démocratie. Moi je suis très content parce qu'il y a 220 000 citoyens français engagés comme socialistes qui vont aujourd'hui décider eux-mêmes, prendre leurs responsabilités et surtout se rassembler dès cette nuit, dès demain, pour essayer de servir les Français de 2007 à 2012. C'est ça l'enjeu. Et quand le Parti Socialiste est collectif, je l'aime particulièrement. Voilà. Vous êtes un homme ou une femme? Ah, j'ai voté. En tout cas, j'ai voté. Vous êtes un coquin. Et que ça non, parce que si j'avais voulu m'exprimer et d'une certaine façon exercer une influence sur le vote, si vous voulez, je l'aurais fait il y a déjà plusieurs jours, que ce soit clair au moment où chacun prenait position. J'ai pensé que je n'avais pas à le faire, que ce n'était pas nécessaire, et maintenant là, il est presque 5 heures, on va encore voter pendant 5 heures, donc je vais m'exprimer pendant le vote. Donc voilà. Vous rejoindrez vos amis à Solferino tout à l'heure? Je ne sais pas ce qu'il y a à Solferino tout à l'heure. Non, je pense que je serai chez moi. Vous avez des pronostics pour ce soir? Non, je n'ai pas de pronostics. Disons qu'un deuxième tour serait dans la logique de mon vote. Vous trouvez le meilleur pendant les débats, monsieur? Ah non. Et pour le futur, vous êtes
Bon, je proclame les résultats en ce moment, tu les veux en direct? Oui. Alors, résultat, je vais les faire en direct pour tout le monde avec toi, hein, comme ça t'écoutes bien. Voilà, okay. Laurent Fabius, 86 voix, soit 11,6%. Dominique Strauss-Kahn, 265, soit 35,8%. Ségolène Royal, 390, soit 52,6%. Le mandataire de Dominique Strauss-Kahn et de Ségolène Royal, come shine. I guess when you met me, oh, it was just one of those things. But don't